Le bassin d'Arcachon a attiré de nombreux artistes, romanciers, peintres ou musiciens. Ils sont venus souvent ici pour s'inspirer de paysages naturels et profiter d'une certaine douceur de vivre propice à la création. Pour preuve supplémentaire, ces documents découverts sur l'île aux oiseaux. Le 10 octobre 2011, Pierre Cazenave, géomètre à La Teste, prend possession suite à une succession de la cabane dite du Petit Esteille, au nord de l'île aux oiseaux. La cabane, aujourd'hui réhabilitée, mais inhabitée pendant une cinquantaine d'années, fut la propriété de la fin des années 30 jusqu'en 1950 d'Éric Révola, un cinéaste à la retraite qui a passé beaucoup de temps sur l'île, caméra en main. Dans cette cabane, Pierre Cazenave a découvert une caisse en bois contenant des pellicules de films datant des années 40, ainsi qu'un carnet de bord et d'autres écrits. Pendant plusieurs mois, une équipe de techniciens a travaillé à la restauration de ces archives et à la mise en concordance des textes et des images. La voix d'Éric Révola a été reconstituée par un comédien en studio, à partir du journal écrit par Révola. Les séquences qui vont jalonner ce document sont le résultat de ce travail d'assemblage et des indications souvent très précises laissées par le cinéaste. Un document exceptionnel que nous avons choisi de vous présenter en exclusivité. J'aime maintenant la vie faite d'événements simples, de petites choses. Je reste l'été et l'automne sur cette île qui ne comporte qu'un petit bois d'une trentaine de pins maritimes, 3 villages de cabanes habités parfois par quelques ostréiculteurs et des terres qui se réduisent à marée haute à une peau de chagrin. J'ai aperçu Jo pour la première fois le 15 juin 1939. Je ramassais des palourdes au nord de l'île. Elle était sortie d'un buisson de tamaris en courant vers le rivage et, sans ralentir sa course, lança son harpon dans l'eau, puis ramena un poisson de belle taille dans son affût. Elle n'avait probablement pas plus de 13 ans. Elle prenait tout un tas de précautions pour ne pas être vue par les rares habitués qui accostait à l'île en été. Combien de fois Éric Révola l'a-t-il aperçu avant de lui parler? D'après ses écrits, une trentaine. La fillette n'est jamais accompagnée. Elle patrouille déjà au lever du soleil pour disparaître à la nuit. Je pensais au départ qu'elle était la fille d'un ostréiculteur. Mais je compris assez vite qu'il n'en était rien. Elle avait pris possession de l'île et ses gènes semblaient en être imprégnés. Elle ne s'intéressait à rien d'autre qu'à se nourrir, comme une jeune louve concentrée sur son action de prédation. Il n'y avait dans son emploi du temps que peu de place pour le jeu. Éric Révola passe l'été entre pêche, chasse, contemplation et écriture. Il filme l'île dans ses moindres détails. Il tente parfois d'approcher l'enfant et l'attend souvent près du puits artésien pour lui parler. Un soir, alors que je me filmais à réparer mes filets à sol, j'ai ressenti la curieuse impression d'être observé. Je m'appelle Jo et je suis la fille de Jean Cocteau. Si tu ne me crois pas, je te le prouverai, me dit une petite voix avec beaucoup d'assurance. La fillette était perchée sur le tamaris qui m'apportait de l'ombre.
Depuis combien de temps m'observait-elle? Comment s'était-elle approchée si près de moi? Et moi, je suis un chevalier gambette, lui avais-je répondu, incrédule. Elle imita parfaitement l'oiseau de rivage. Pas mal, je vois que tu connais. Elle m'avait répondu, je les fais poser sur ma tête et je les attrape avec les mains. Et puis, sans le moindre bruit, Jo avait disparu. Le cinéaste revoit la fillette quelques jours plus tard. Elle lui apporte un lapin qu'elle a attrapé probablement dans la nuit. Elle avait fini par accepter ma présence, mais lorsque la nuit tombait, elle entreprenait une sorte de course effrénée qui, je le compris assez vite, était destinée à brouiller les pistes et faire en sorte que je ne sache pas où elle dormait. Je sais que les lièvres font de la sorte pour éconduire tous les prédateurs qui se jettent à leurs trousses, renards, rapaces de tout bec, fouines, corbeaux et chasseurs. Créer un imbroglio de traces et d'odeurs pour perdre les prétendants et rendre indécelable son gîte. Durant l'été 39, Jo vint plusieurs fois me rendre visite, comme si la phrase initiale qu'elle avait prononcée était un lien entre nous, un secret que nous étions les seuls à partager. Il semble que le cinéaste ne prenne pas au sérieux cette déclaration. Mais il sait que Jean Cocteau était venu souvent sur le bassin d'Arcachon. L'artiste multiforme, le poète, l'ami de Picasso, de Paul Morand, d'Éric Satie, d'Apollinaire ou de Marcel Proust, l'auteur avant-gardiste de pièces de théâtre d'entre-deux-guerres, vint tous les étés sur la presqu'île du Cap Ferret entre 1917 et 1922, et ensuite de façon épisodique. Le charme d'une nature sauvage rompait avec la vie tumultueuse qu'il menait à Paris. Au fil des étés, d'autres artistes parisiens de son très riche entourage venaient le rejoindre. Voici ce qu'il écrivait dans les lettres adressées à sa mère. On se promène tout nu dans des paysages du Texas. Je pêche un peu et lis beaucoup. Éric tournera plusieurs séquences d'interviews de Jo. Il note sur son journal chaque mot qu'il recueille. Je chasse les canards au filet. Il faut très bien se cacher. Jo fait preuve à chaque fois d'une très grande connaissance de la nature, mais en même temps, elle exprime son érudition avec beaucoup d'aisance et d'expression. À chaque occasion, elle tente de prouver ce qu'elle avait avancé avec tant d'aplomb. Elle me cite souvent Cocteau. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu dis que tu m'aimes, alors moi, j'ai peur. Plus triste, et je pense à mon père. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Celle que je préfère, tout ce que j'ai, me vient de l'enfance. Je suis subjugué par cette jeune fille. Elle consacre beaucoup de temps et beaucoup d'adresse pour me convaincre de ses origines. Pourquoi ne devrais-je pas la croire? Comment imaginer qu'une fillette de son âge puisse inventer une telle histoire? Mais il y a plus d'un mystère autour d'elle. Je ne crois pas à une enfant abandonnée, livrée à elle-même. Tant de culture ne peut être le fruit de son seul désir. Cet enfant est d'une rareté inouïe, une sorte d'enfant imaginaire. D'après plusieurs courriers contenus dans la caisse d'archives, Éric Révolet s'adresse à un ami libraire de Saint-Germain-des-Prés pour qu'il lui procure toutes sortes d'informations sur Cocteau. Dans ses lectures, Révolet découvre l'addiction de l'artiste à l'opium. Un point également empêche le cinéaste de croire totalement en cette histoire. On connaît en effet le penchant de Cocteau pour les hommes. Ainsi, Raymond Radiguet,
peu de temps avant sa mort en 1920, vint rejoindre Cocteau à Piquet. On dit que son compagnon de l'époque écrivit ici « Le diable au corps », ce roman qui le rendit plus célèbre encore. Mais ce que l'on sait moins est que Cocteau, à la fin des années 20, développa une relation toute particulière avec Nathalie Paillet, princesse russe, comédienne fréquentant le cercle artistique de Cocteau. Les biographes racontent qu'elle attendit un enfant de lui. Éric Révola est très excité par cette piste. Il fait le lien. D'après ce qu'il écrit, il est enclin à accepter l'idée de cette paternité qu'il pensait au début bien incertaine. Je suis troublé par cette histoire qui se précise. Si elle dit vrai, Jo est la fille d'un poète et d'une princesse. Curieux sentiment d'être le seul à le savoir. Pourquoi m'a-t-elle choisi? Cette jeune fille est étrange, surprenante. Un paradoxe entre sophistication et instinct de survie. Mais où donc dort-elle? Lorsque je lui pose la question, elle ne répond jamais. On est à la fin du mois de septembre 39. Jo et Jean se promènent souvent ensemble. Elle vient parfois rendre visite au cinéaste. Elle ne lui confie rien d'autre que des pensées vis-à-vis de son père. Bientôt il viendra me chercher, me dit-elle un soir tristement. Elle ne parle jamais de sa mère, d'aucun frère, ni d'aucune sœur. Ne fait jamais référence à des amis, à un autre lieu de vie. Un soir pourtant, elle vint me chercher à l'heure où elle disparaissait habituellement. La situation avait quelque chose d'absurde, comme si nous allions ensemble nous perdre. Jo souriait enfin. Nous avons progressé jusqu'à la cabane flottante d'un chasseur. Tu es le seul à connaître cet endroit. C'est là que je vis. Ce soir-là, le cinéaste tourne pendant près d'1 heure. Jo lui montre quelques secrets, des partitions d'Éric Satie, des photos et des pochettes de soie. Je vais te faire goûter une recette que mon père m'a appris à faire. Une recette magique. C'est une confiture d'arbouze et de mimosa. Je ne sais plus comment je suis rentré à la cabane. Je me souviens vaguement qu'elle m'avait accompagné dans une sorte de balade au clair de lune. Je flottais un peu et ne sentais pas les effets de l'eau sur ma peau. J'étais transporté par l'idée qu'il s'agissait d'un grand soir. Et la couleur dont je voyais la lune ne me rassurait pas sur mon état. J'ai dormi jusqu'à midi. Et au réveil, j'ai consulté mon précis de botanique pour découvrir que certains mimosas contiennent du diméthyltryptamine. Cette substance psychotrope à forte concentration provoque des hallucinations et des effets proches de ceux procurés par l'opium. Je ne vois Jo maintenant que très rarement, comme au début de notre histoire. Elle garde toujours une distance de sécurité entre elle et moi. Pourquoi ne cherche-t-elle plus le contact? En quoi l'ai-je déçue? Regrette-t-elle de m'avoir montré son gîte? Au loin, son visage s'est refermé. Tout me paraît triste et différent. Il flotte maintenant sur l'île un parfum d'impasse et d'échec.